Coucou, je vous retrouve, nous sommes mardi 28, 27 août, j'allais dire septembre, je prends de l'avance, 27 août. Vous l'aurez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, j'ai terminé Conjuration de Bleuhen Guillou. Je vous en ai parlé un petit peu la semaine dernière, j'ai démarré sur les 10 premiers pourcents un petit peu mitigé, enfin pas mitigé mais j'avais un peu de mal à accrocher à la plume au début. Mais au final, quand on est lancé dans le livre, comme l'autrice parle de personnages qui vivent de très grandes passions, de très fortes émotions et qui se passent beaucoup de choses, c'est très largement compensé et l'équilibre fonctionne très bien au final. Donc voilà, et je reste sur cette impression. Je dirais même que je suis passée de je sais pas trop ce que j'en pense à j'aime beaucoup à j'ai adoré. J'ai adoré les... Alors je sais plus où je m'étais arrêtée la dernière fois que j'en ai parlé. Le dernier tiers était génial, ça c'est une certitude, mais je sais pas plus vraiment à partir de quel moment j'ai commencé à être à fond dedans. Toujours est-il que je l'ai terminé très rapidement en fait. Une fois que j'ai passé un certain... voilà, toute l'installation et que ça commence à s'accélérer, j'ai eu beaucoup de mal à m'arrêter parce que c'est extrêmement prenant. L'autrice parvient très bien à recréer cette ambiance romantique avec tout ce que ça implique, comme je vous l'ai dit, d'éléments culturels. Elle a précisé dans ses remerciements ou sa note de fin qu'elle avait fait des études autour de la romantique, donc elle a des connaissances et ça se sent en fait. Et c'est hyper agréable. Moi j'adore l'ambiance romantique, j'ai fait des études de lettres où on avait des cours de culture latine, j'adorais ça. Il y a vraiment quelque chose qui m'accroche dans cette ambiance romantique et ici c'est super bien fait. Elle précise qu'elle reprend beaucoup de choses de la culture de la Rome antique, mais qu'il peut y avoir des anachronismes, qu'il peut y avoir des choses qui... voilà, il n'y a pas de respect à proprement parler historique, mais c'est quand même hyper bien mené et ça fonctionne très bien. Après, encore une fois, c'était il y a très très longtemps, hein, ces cours, donc moi je me souviens plus forcément de tout le déroulé de l'histoire de Rome, donc ça m'a pas dérangé s'il y avait des anachronismes ou des choses qui n'étaient pas vraiment véridiques historiquement parlant, et l'ambiance fonctionne très très bien. Il y a vraiment ce côté très passionnel en fait que moi j'associe à la romantique, et ce côté passionnel avec c'est vraiment ces protagonistes qui font de la politique, qui se déchirent, qui se détestent, qui s'aiment, qui... Voilà. Et pour moi, vraiment romantique, c'est égal à passion, positive ou négative, amour ou haine. Et là, c'est exactement ça, et j'ai adoré. Il se passe mille trucs, il y a des plot twists, il y a des retournements de situation que on peut voir venir, mais honnêtement, j'étais tellement embarquée dans l'histoire que j'ai même pas, pour une fois, et c'est assez rare quand même pour que je le précise, intellectualisé ces éléments que j'avais repérés, que j'avais pressentis. Je me suis juste laissée porter, et ça arrive pas si souvent. En fait, c'est un livre qui est tellement haletant, où il y a tellement de trucs qui se passent, d'éléments, de choses qui se croisent, de relations, c'est tellement riche que si vous débranchez pas votre cerveau, je pense que vous surchauffez quoi. Donc moi j'ai débranché mon cerveau et je me suis laissée totalement porter. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages avec ce qu'ils ont de détestable, avec ce qu'ils ont de bon. J'ai beaucoup aimé les choix qu'elle a fait en fait sur ces personnages. Elle a deux protagonistes féminins importants et deux protagonistes masculins importants. Les deux protagonistes féminins importants sont des femmes de pouvoir, sont des femmes qui n'hésitent pas à faire des sacrifices, sont des femmes parfois cruelles, sont des femmes qui ont du caractère, qui sont fortes mentalement et physiquement aussi, qui ne se laissent pas faire, c'est génial, c'est hyper agréable, d'autant que les protagonistes masculins sont beaucoup plus qualifiés par leur... comment vous dire, par leur côté humain, par leur côté, les bons côtés de leur personnalité, enfin pas que, mais je veux dire c'est des hommes qui sont bons, c'est des hommes qui sont sensibles, c'est des hommes qui sont à l'écoute, c'est des hommes qui ne veulent pas faire de mal gratuitement, qui ne veulent pas sacrifier des innocents. Vraiment, c'était très réussi parce que ça fait pas genre j'ai fait ça pour dire les femmes aussi peuvent le faire et les hommes peuvent être... Non, c'est hyper naturel, c'est hyper bien fait, c'est très réussi. Ils sont beaucoup plus contrastés que ce que je vous dis là, hein. Là je vous tire vraiment l'essence des personnages, mais c'est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus contrasté, les personnages sont très gris, ils évoluent beaucoup, vraiment beaucoup. Il y a une relation que j'ai absolument adorée, dont je ne vais pas vous parler pour ne pas vous spoiler, mais entre ces deux femmes que j'ai trouvée géniale, passionnante, pleine de colère, d'envie, de haine, de ressentiment et en même temps
un certain respect, il y a vraiment quelque chose de mélangé qui est génial, qui est vraiment très réussi. Et en tant que lectrice, j'ai ressenti des choses très opposées par rapport à ces personnages. Parfois, je les ai détestés, parfois j'avais de l'empathie pour elles, parfois, enfin, j'étais d'accord avec elles, parfois pas du tout. C'est vraiment un livre des passions. Et si vous avez envie d'être embarqué avec des personnages gris, nuancés, dans une ambiance romantique, avec des complots, de la politique, de la magie, c'est génial, ça fonctionne super bien et j'ai très envie de voir où ça va aller, j'ai très envie de retrouver les personnages, j'ai vraiment beaucoup aimé ces personnages. Et encore une fois, je le redis, c'est assez rare pour être dit parce que je suis pas quelqu'un qui s'attache beaucoup aux personnages, pas de manière systématique et c'est pas un besoin, j'ai pas besoin de m'attacher aux personnages, mais là c'était le cas et j'ai adoré les détester parfois, j'ai adoré les insulter dans ma tête, j'ai adoré ressentir de l'empathie pour eux, j'ai adoré tout ça, c'était très chouette. Vraiment, c'est un très bon... très bon, une très bonne fantasy young adult avec aussi, je vous l'ai dit et je vais pas y revenir, des thématiques abordées autour du colonialisme, de l'anticolonialisme, de la rébellion, de l'insurrection, autour de l'amitié, de l'amour, des différentes relations qu'on peut tisser avec des gens et aussi des moins bons côtés de l'amitié, ces moments où on est en colère contre les gens qu'on aime, ces moments où il faut prendre sur soi, ces moments où il faut réussir à exprimer ce qu'on ressent, enfin c'est vraiment très bien fait, c'est vraiment très bien fait et je vous recommande. Franchement, c'est une très bonne, c'est un très bon roman. J'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de continuer. Sincèrement, j'ai hâte d'avoir la fin. Je crois que c'est une duologie, donc j'ai hâte de savoir où on va avec tout ça, comment ça va se terminer. Sûrement très mal, parce que ça a ce côté un petit peu tragédie antique, et puis on sent les personnages qui basculent parfois dans une espèce de folie. Pas folie forcément nécessairement toujours au sens psychiatrique du terme, mais au sens parfois de folie, de pouvoir, de folie, de passion, bref, j'ai adoré, voilà, je pense que vous l'aurez compris, je suis un peu redondante, donc je vais arrêter là, mais je vous recommande, vraiment, je vous recommande, laissez-vous porter. Deuxième livre que j'ai attaqué du coup dans la foulée de la fin de cette lecture, j'ai attaqué plusieurs livres en réalité, mais je vais pas forcément vous parler de tout parce que j'ai pas forcément avancé tous mes livres. Par contre, j'ai presque terminé Sambre d'Alice Guiraud, je crois, je ne sais plus, je vous remets la couverture. C'est un livre qui m'a été, qui m'a été recommandé dans mes 12 livres par 12 amis, que j'avais pioché, puisque j'avais fait une vidéo où je piochais parmi tous les titres et toutes les recommandations. Et c'est un livre qui m'a intrigué beaucoup, puisque ici, on va parler d'une série de crimes qui ont été commis. Plus d'une cinquantaine de femmes, en tout cas de cas avérés, reconnus, de femmes qui ont été agressées sexuellement, violées, frappées par un homme qui, a priori, est toujours le même. Une histoire de violeur en série, hein, concrètement d'agresseur de femmes en série, sur une route très précise du nord de la France. Donc c'est la D959 qui relie la France à la Belgique. Et c'est en fait sous forme... Alors moi je pensais que ça allait être plutôt un roman. Je m'étais pas plus renseignée que ça. En fait c'est sous forme très journalistique. C'est un livre qu'il ne faut pas lire si vous n'avez pas le moral. Vraiment pas du tout. Je sais pas si j'ai choisi le bon moment pour le lire. Sauf qu'une fois qu'on est dedans, c'est dur de s'arrêter. Ici, l'autrice, qui est aussi journaliste si je ne me trompe pas, va s'intéresser à ces faits divers où il va y avoir un procès en 2018 je crois, qui s'est tenu à Douai sur ce qui s'est passé en fait, et donc elle va reprendre cas par cas l'histoire de ces femmes et elle va à chaque fois raconter ce qui s'est passé. Ça veut dire raconter l'agression, raconter ce qui leur est arrivé, mais aussi raconter l'après. Elle va raconter les conséquences que ces violences, qu'elles soient sexuelles, purement physiques ou juste le fait d'être agressé, hein, je veux dire se faire attraper par un homme et se faire même juste insulter sans être frappé ni à toucher, c'est un traumatisme. Et elle va parler des conséquences de ce traumatisme dans la vie de ces femmes en fait. Il y a de très nombreuses victimes, hein, je vous ai dit, il y en a 56 avérées, il y en a peut-être d'autres potentiellement qui en ont jamais parlé, c'est tout à fait possible. Donc ça commence dans les années 80 je crois. 80, 90, ça doit être par là. Bon bref, c'est sur une très longue période, 30 ans il me semble, d'agression. Et donc les victimes sont très variées, hein. C'est des femmes qui ont entre 13, donc qui sont même pas, on peut même pas dire une femme, hein, une enfant, entre 13 et je crois que la plus âgée à la cinquantaine, voilà. Donc vraiment c'est un livre qui est très dur parce que l'autrice fait très bien le taf. Ça veut dire qu'elle fait ce que la police n'a pas fait, elle fait ce que les médias n'ont pas fait et elle fait ce que personne ne fait, à savoir humaniser l'histoire de ces femmes qui fait partie des faits divers, et encore même pas, hein, parce qu'il y a un certain temps qui s'écoule avant que la presse commence à parler de ces viols, et elle humanise ces femmes en fait, elle montre que ce sont des êtres humains qui avaient une vie avant,
qui ont subi un traumatisme très violent et qui ont dû gérer ça après, avec en plus de l'agression à gérer, l'absence totale de respect de la part des institutions, notamment de la police, qui, quand ils ne sont pas clairement misogynes et limite n'accusent pas les femmes, à minima font passer les plaintes en main courante, changent les termes, enlèvent des choses, mettent l'inverse de ce que les femmes ont dit, racontent autre chose. Des journalistes qui parlent très très peu de ces cas et quand ça arrive, encore une fois, atténuent les faits. Elle parle très bien de comment dans la société française jusqu'à très récemment et même encore parfois aujourd'hui, on essaie d'effacer la dimension sexuelle des agressions comme si c'était tabou, c'était honteux. Elle parle aussi de l'évolution des lois, puisque quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, Badinter, qui était Premier ministre, a fait passer une réforme du code pénal, civil, je ne sais plus, pour que ce qui était qualifié d'attentat à la pudeur devienne clairement un crime et des agressions sexuelles, et comment ça n'est pas appliqué par la police, comment c'est encore qualifié comme attentat à la pudeur, comment ça n'est pas, comment vous dire, par exemple, certains actes sexuels ne sont pas considérés comme des viols alors que la loi les définit comme tels. Et surtout, ce que je vous disais, je me suis interrompue parce qu'il y a trop d'idées dans ma tête, comment en fait, du coup, ce traumatisme que vivent les femmes est empiré par l'absence de retour de l'enquête. En fait, les policiers, quand ils mènent une enquête, ce qui n'est pas toujours le cas, il y a que, je crois, 12 femmes sur beaucoup plus qui ont une enquête un petit peu suivie, on ne leur fait pas de retour, on ne leur dit pas où ça en est, on ne les tient pas au courant, on ne leur dit jamais qu'elles sont nombreuses à être victimes du même homme et qu'elles ne sont pas seules et que ça n'est pas de leur faute. Elles sont totalement... voilà, elles vivent avec l'agression et en plus elles vivent avec l'impression que ça n'est pas important en fait, que ça n'a pas d'importance, que ça n'est pas grave et qu'on a d'autres choses à s'occuper plus importantes. Il y a aussi toute une dimension très intéressante autour du racisme puisque les femmes décrivent cet homme de manière assez précise en disant que qu'il a le type méditerranéen mais italien en fait et comment les policiers s'arrangent pour que d'un coup le suspect devienne maghrébin ou deviennent noirs et comment voilà et du coup des faux comment ça s'appelle portraits circulent et du coup on cherche pas le bonhomme. Enfin bref, il y a vraiment une dimension très politique à ce livre avec au centre de cet ouvrage les femmes, les victimes, ce qu'elles ont vécu, le fait de rétablir la vérité, de les croire, de les soutenir, parce que ça aussi c'est quelque chose qui est très récurrent dans le livre. Quand la première adolescente est agressée et elle va à la police porter plainte, et en gros le policier lui dit, comment vous dire ça, il lui dit en gros t'es enceinte, t'as couché avec ton petit copain, t'es enceinte et tu racontes un mensonge pour te couvrir, et il ne la croit pas et il l'humilie, et vraiment c'est très très récurrent. Ces humiliations, cette indifférence, il y a une des victimes qui se retrouve presque en garde à vue, où on l'interroge pendant des heures et des heures, où on l'accuse presque ouvertement. Et c'est... On le sait qu'il y a vraiment un problème en France avec ça. Mais je pense que c'est important Je pense que le travail qu'a fait Alice Guiraud, ou Giraud, je ne sais plus, est hyper important. Parce que là, on se rend compte aussi à quel point, en fonction de qui est la victime, en fonction du statut social de la victime, on la croit ou pas. Il y a une directrice d'école qui a passé la quarantaine, qui a 47 ou 48 ans, qui est violée chez elle par cet homme, et d'un coup, elle, on la croit. Elle, on lui fait pas faire de tests psychologiques pour prouver qu'elle n'est pas une menteuse, qu'elle n'est pas mythomane, pour prouver qu'elle est stable psychologiquement. Et on la prend au sérieux. Et vous voyez, il y a vraiment aussi ça, ce décalage en fonction de qui est agressé. Est-ce que c'est une pauvre ou pas? Est-ce que c'est une jeune femme ou pas? Comment était habillée cette femme? Le statut social, enfin... Bref, c'est un livre qui est très dur, qui est très dense. On parle très peu en fait de cet homme. On a des passages de sa vie qui s'intercalent entre les chapitres et les différents cas de femmes qui sont agressées, mais on en parle très peu. Et en fait, les rares moments où on en parle, c'est pour mettre en évidence soit comment il raconte ça lui lors du procès, je pense, soit certains moments de sa vie mis en rapport avec certaines agressions et voilà. Donc bref. On a tendance à se dire toujours, alors pas complètement quand on est une femme, voilà, c'est très très clair, mais je veux dire, on a toujours tendance à essayer d'éloigner ça de nous, à se dire que ça nous arrivera pas à nous, que si on fait attention, et en fait, on réalise en lisant l'histoire de ces femmes que c'est faux et que pour cet homme,
toutes ces femmes ne sont rien ni personne. Toutes ces femmes ne sont pas des êtres humains. Et il y a ce décalage aussi, je pense, entre ce que vivent ces femmes, ce traumatisme, et cette impression, alors certaines, il les a surveillées, hein, il les a pistées, elles l'ont senti, pour un certain nombre, et d'autres pas du tout, c'était des agressions voilà, de hasard, de mauvaises rencontres, enfin non, il était en train de rôder pour trouver quelqu'un, mais je veux dire, il n'y avait pas il n'avait pas choisi forcément la personne, mais bref, lui il ne les humanise pas du tout, il ne se souvient pas d'elles, il ne les regarde pas, hein, il ne sait pas à quoi elles ressemblent, il ne sait pas qui elles sont, ça ne l'intéresse pas, à part peut-être certains cas très précis. Il ne s'intéresse pas du tout à ces femmes, pour lui c'est juste des objets sexuels qui lui permettent d'assouvir ses fantasmes pervers et malsains. Et en fait ces femmes ressentent ça. Et en même temps, il y a ce paradoxe entre le fait de savoir qu'on n'est pas considéré comme un humain, et le fait d'être un individu à part entière et de se dire et la peur au quotidien qu'ils reviennent en fait, parce que comme elles n'ont pas de renseignements sur l'enquête, elles ne savent pas comment ça avance, elles ont peur de le recroiser quoi. Et du coup elles sont vraiment dans... Enfin bref, c'est terrible, mais c'est très bien fait. C'est un livre qui est très important je pense, parce que c'est vraiment ce genre de faits divers, très occultés, très effacés, qui n'intéressent pas grand monde. Là peut-être que ça a fait un peu de bruit au moment du procès parce qu'il y avait de très très nombreuses victimes, mais en général une femme qui est agressée, on en fait peu cas en fait finalement, en tout cas si on n'est pas féministe et si on n'est pas dans... Voilà, il y a peu de... ça intéresse pas grand monde, c'est juste une agression, c'est juste un viol, et il y a vraiment cette idée que voilà, après la vie reprend et c'est tout. Et en fait l'autrice vraiment met en avant comment la vie de ces femmes, que ça soit de celle qui s'en sort finalement le mieux à celle qui... il y en a une par exemple qui va mourir très très jeune, notamment à cause de ça, mais soit à quel point une fois que c'est passé, une fois que l'agression est passée, qu'il y a eu cette espèce de vague, ou pas d'ailleurs, hein, de soutien de la part des proches, et je dis ou pas parce que certains proches sont vraiment odieux, on oublie, et les autres oublient, et les autres occultent, sauf que toutes ces femmes doivent vivre avec tout le reste de leur vie. Vous imaginez l'ado, les ados, il y en a plusieurs, hein, de 13-14 ans, qui ne savaient même pas ce qu'était un rapport sexuel, qui ont vécu ça de manière encore plus violente, hein, parce qu'elles ne savaient pas ce qui allait leur arriver, et parce que voilà, et qui doivent vivre toute leur vie, alors qu'elles sont en pleine construction de leur personnalité, hein, 13, 14, 15, 16, 17 ans, on est en pleine construction, qui doivent se construire avec ça comme base. Et bref, c'est vraiment... c'est important. C'est un livre qui est important, mais c'est un livre qui est très très dur. C'est un livre qui fait du mal. Et qui... C'est difficile de ne pas être touché, en fait, je pense, quand on est une femme, parce qu'on réalise à quel point ça pourrait être n'importe qui. Ça pourrait être absolument n'importe quelle autre femme, ça serait pareil pour lui, quoi. Et à quel point il y a sûrement... enfin, même pas sûrement, je veux dire, oui, il y a plein d'autres hommes qui font ça, que ça soit à des inconnus. Alors là, on sait très bien que les viols, c'est le plus souvent des proches, mais voilà, il y a quand même cette dimension de danger, d'espace public qui n'appartient pas aux femmes, parce que c'est un danger, parce qu'il peut nous arriver des choses. Bref, donc je vais arrêter là, j'ai beaucoup trop parlé, cette vidéo va être 10 fois trop longue, alors que... bref, peu importe. Je vous en reparlerai quand j'aurai terminé, il me reste une centaine de pages à lire, donc je vous en reparlerai, je pense, demain, mais... c'est un livre très important, voilà, très important, mais je pense qu'il faut être prête à lire ça, il faut être prête à se le prendre dans la face, d'autant qu'on est en plus dans des milieux quand même assez défavorisés, on est dans le nord de la France, dans les villages d'industrie de la métallurgie, avec beaucoup de chômage, parce que beaucoup d'industries qui ferment, et vraiment on est quand même dans des milieux très défavorisés, et du coup il y a aussi cet aspect-là très sombre, très lourd, voilà, très lourd du quotidien de ces gens. Et bon bref, je vais arrêter, je pense que vous aurez compris, on en reparlera plus tard. Donc bref, je vous laisse pour aujourd'hui parce que j'ai trop parlé, je vais aller faire ce que j'ai à faire et je vous fais des bisous, on se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes mercredi, je ne sais plus combien, je suis perdue dans le temps, je reviens pour un point lecture. Ça va être un vlog qui va être extrêmement décousu parce que j'ai filmé un petit plan, enfin un gros plan d'ailleurs, la semaine dernière, il y a une semaine maintenant, je filme maintenant. Pour tout vous dire, j'ai très peu lu, donc j'avais pas grand chose à vous dire, très honnêtement, et j'ai été, comme vous pouvez vous l'imaginer, très prise par tout un tas de choses, et j'avais pas la tête à filmer, honnêtement, c'est difficile de filmer quand vous êtes épuisé, que vous avez pas la tête à lire, et que de toute façon vous ne lisez pas.
Ceci étant dit, j'ai terminé 2 livres péniblement, non j'exagère, pas péniblement, mais j'ai terminé 2 livres puisque j'ai terminé So This Is Ever After de F.T. Lukens que j'ai lu sur la plage. Si vous m'avez suivi sur Instagram, je l'ai lu juste avant la rentrée, vous l'aurez vu, donc fin de semaine dernière. Je vais vous en reparler assez rapidement. So This Is Ever After, c'est dur à dire, c'est l'histoire d'Arek qui est l'élu et qui a accompli la prophétie et qui ne s'était absolument pas demandé ce qui allait se passer après. Il devient roi malgré lui et il doit trouver absolument le véritable amour avant ses 18 ans, sinon il va disparaître ou mourir. Et donc il va se lancer dans cette quête avec ses compagnons d'aventure, ceux qui l'ont aidé à se débarrasser de l'ancien roi, dictateur ou que sais-je. C'est un livre qui avait un certain nombre de promesses. D'ailleurs, je vous en reparlerai dans la vidéo mes attentes versus la réalité. À savoir pour moi qu'il allait être léger, c'est validé. À savoir pour moi que ça allait être une romance entre hommes assez slow burn et c'est validé. Donc en termes d'attente, il valide relativement bien ce à quoi je m'attendais. Alors très honnêtement, c'était peut-être un petit peu plus, comment vous dire, il y a un petit aspect qui m'a un peu dérangé, mais ça s'explique sur la fin, et j'ai compris sur la fin pourquoi. Mais pendant le livre, à un certain moment, je me suis dit, mais pourquoi c'est si compliqué alors que cette situation est très simple en fait. C'est justement la relation slow burn où tout le monde sait pertinemment que les deux personnages sont amoureux, mais que aucun des deux ne fait ce qu'il faut pour que ça s'arrange en fait, alors que il y en a un des deux qui va mourir si il trouve pas l'amour de sa vie, et l'autre qui sait qu'il va mourir s'il ne trouve pas l'amour de sa vie, et il suffirait qu'il... Et c'est très agaçant en fait. Alors ça s'explique un petit peu sur la fin, il y a des espèces de quiproquos entre eux, mais je vous avoue qu'il y a un moment où ça m'agaçait un poil, un petit peu comme ça. Ceci étant dit, l'ambiance est tellement bonne, il se passe plein de trucs, c'est tellement drôle, tellement léger, les personnages sont suffisamment attachants pour que ce soit pas non plus rédhibitoire. Ça fait partie de ce genre de livre en fait que j'ai aimé, qui sera pas mémorable, mais que j'ai aimé, mais qui gagne des points pour moi dans mon esprit parce que c'est un livre pour moi qui est très très bon pour le public cible en fait. Pour moi, c'est une excellente romance young adult. C'est drôle, c'est léger, ça parle des sujets qui peuvent intéresser des ados, c'est bien fait, c'est pas problématique, il y a des relations d'amitié qui sont évoquées aussi, enfin, ça a toutes les bonnes choses en fait pour moi, pour un public ado, pour le public cible en fait tout simplement. Et autant il y a des romans ados que j'ai adoré, et genre Palace typiquement, et en tant qu'adulte, autant là pour moi vraiment on est sur de l'ado ado, ça veut dire que c'est de l'ado qui peut plaire à des adultes, attention, mais qui n'est pas du tout ciblé adulte en fait, alors que là où Palace par exemple est ciblé ado mais fonctionne avec un public adulte. Donc c'était une chouette lecture, j'ai apprécié ma lecture, comme je vous dis, j'ai aimé les thématiques abordées, je trouvais que c'était bien fait, j'ai aimé les relations entre les personnages, pas forcément amoureuses, hein, les relations amicales. J'ai beaucoup aimé l'aspect très cocasse de cette narration à la première personne où on suit ce prince qui a ses têtes brûlées et qui va se jeter tête première dans les aventures, et c'est drôle, c'est léger, ça fait sourire, c'est agréable. J'ai aimé aussi tout le questionnement autour du pouvoir et de la royauté, etc. Donc c'était une très chouette lecture. Pas un coup de cœur, pas une excellente lecture, mais une très chouette lecture qui gagne des points parce que ça sera une très bonne lecture pour des ados, et je vous recommande de découvrir, si vous aimez les romances ados, ça peut totalement vous plaire, c'est sans scène de smut explicite, donc c'est très bien, et si vous avez des ados dans votre entourage, bah c'est très chouette parce que il y a pas que la relation principale qui est donc entre hommes, qui est une relation homosexuelle, il y a d'autres couples homosexuels dans le livre, et des couples hétéros aussi, je crois de mémoire. Il y a aussi un personnage secondaire non binaire. On a évidemment cette volonté de présenter des personnages qui ne correspondent pas forcément aux stéréotypes, mais certains si et d'autres non. Donc vraiment, il y a une diversité de représentation qui est hyper intéressante et très chouette. Et c'est bien en fait de proposer ce genre de romance à des ados. Donc je l'ai apprécié pour ce que c'était, et je l'ai apprécié pour ce que ça peut apporter au public cible. Donc, pas de déception, je le dis. Juste, voilà, j'aurais aimé que ça soit un petit peu plus... un petit peu moins peut-être dans la longueur et le quiproquo, mais encore une fois, en même temps, ce sont des situations qu'on peut vivre à dos quand on sait pas comment avouer ses sentiments, c'est pas facile, enfin, donc voilà, ça fonctionne pour le public cible. Deuxième livre que j'ai terminé, c'est un service de presse et une sortie de la rentrée littéraire, c'est Les Égarés d'Ayana Matisse, publié chez Gallmeister, qui est sorti le 22 août, qui a été abîmé par l'enfant, il est plié, écoutez, c'est la vie, c'est comme ça, j'accepte ça, je fais avec. Bref, Les Égarés, c'est l'histoire donc d'Ava, qui est une femme afro-américaine, et de son fils Toussaint. Et en fait, on va les suivre du moment où elle
part de chez son mari, qui n'est pas le père de son enfant. Elle le quitte parce que il y a une crise entre eux, voilà, et elle va dans une espèce de centre d'hébergement d'urgence pour femmes avec des enfants, je crois. Peut-être qu'elles n'ont pas toutes d'enfants, mais pour femmes en tout cas. Et on va la suivre les suivre du coup, dans ce moment de leur vie qui est un petit peu, qui est très délicat, hein, parce que Ava n'est pas du tout une femme qui est habituée à ce genre de milieu, à la pauvreté. En fait, elle était mariée avec un homme qui était, middle class, quoi. Elle avait ses petites habitudes. C'est une femme qui aime bien la propreté. Enfin, voilà, qui est quand même qui a un certain train de vie habituellement, sans être riche, mais qui du coup se retrouve dans vraiment quelque chose où il y a beaucoup de gens, où c'est pas forcément très propre, où c'est bruyant, enfin voilà, et c'est très difficile, et donc on les suit d'abord dans cette phase-là, puis dans une évolution de situation que je ne vais pas forcément trop développer. C'est un livre qui était très intéressant, qui se lit extrêmement bien, qui est aussi assez dur, vous l'imaginez, non pas forcément parce qu'on suit beaucoup de racisme, il y a du racisme, on parle des Black Panthers, on parle, voilà, évidemment, ça reste une société états-unienne des années, je sais plus, 80, quelque chose comme ça, 80 je crois. Mais on est beaucoup plus centré en fait sur le fait de s'en sortir et sur les contradictions d'Ava avec elle-même, sur comment elle doit dealer pour dealer avec la vie, dealer avec elle-même, dealer avec les autres pour s'en sortir. On suit aussi beaucoup le point de vue de Toussaint, son enfant qui a 11 ans, qui lui souhaite aller à l'école et souhaite avoir une vie normale et aimerait renouer des contacts avec sa grand-mère maternelle qui est restée dans le village d'enfance d'Ava. Et donc on suit aussi cette grand-mère en fait, et ce village qui est l'un des premiers villages à avoir été, il y a un nom mais je me souviens plus, en gros c'est un village qui était autogéré et qui suivait ses propres règles avec et qui a existé suite à la fin de l'esclavagisme. Donc il y a plusieurs point de vue, c'est un roman choral, il y a plusieurs points de vue très différents parce que la grand-mère a sa vision de la vie et a des points communs avec Ava, et c'est intéressant de voir comment elles se rejoignent et s'éloignent par rapport à ça. Elles n'ont plus tellement de relations. On suit le point de vue d'Ava qui est une femme qui est assez particulière, qui est assez forte, assez déterminée, mais qui a une grande faiblesse dans la vie qui va l'amener dans des trucs un peu compliqués. Et il y a son fils qui lui en fait a grandi avec ce père adoptif, avec sa mère d'abord mais ensuite ce père adoptif qui lui proposait une vie stable, où il allait à l'école, où il avait ses habitudes dans une bonne école privée des États-Unis, et il se retrouve dans cette situation où il est dans une école où il a largement plus que le niveau, et du coup il s'ennuie, et du coup il veut un peu fuir, et en même temps il a très envie de retourner à l'école, il a envie d'avoir une vie normale, il a envie de faire des études, et il est dans toutes ces contradictions aussi. On suit vraiment des chemins de vie, on suit des personnages qui essaient de s'organiser dans une vie en dehors du système aussi à un certain moment, une espèce de secte un peu, je pense qu'on peut dire. Voilà, je peux pas trop vous en dire parce que je pense qu'il faut le découvrir, c'est ça qui est intéressant, mais c'était un très bon ouvrage qui se lisait très bien, qui était assez engagé sur pas mal de thématiques comme vous pouvez l'imaginer, avec vraiment ces personnages qui sont ni bons ni mauvais, qui suivent leur chemin de vie comme ils peuvent, et Ava, elle aime son fils énormément et plus que tout, et elle essaie de tout faire pour qu'ils s'en sortent, et en même temps parfois leurs intérêts ne se rejoignent pas et c'est compliqué. Donc bref, c'était très chouette, j'ai beaucoup aimé, c'est une lecture que je vous recommande, que je trouve intelligente, que je trouve riche, engagée, bien pensée, bien écrite, qui se lit très bien, qui a des points de trigger mais pas non plus de manière excessive, ça reste accessible je pense, et ouais, franchement c'est difficile d'en parler parce que je vous dis on est vraiment sur une histoire de vie en fait assez classique comme des milliers d'autres, et je veux pas forcément trop vous en dire, mais c'est une lecture que j'ai appréciée, que j'ai trouvée intéressante, que j'ai trouvée qui m'a touchée en fait. J'ai été touchée surtout par Toussaint, je pense. J'ai été très touchée par Toussaint, par cet enfant qui subit beaucoup les choix des adultes, hein, que ce soit son père adoptif, son père biologique qui va réapparaître, sa mère et sa grand-mère, et qui subit un petit peu cette espèce d'héritage comment vous dire, malgré lui, vous voyez ce que je veux dire, cette espèce d'héritage intergénérationnel quoi. Et ouais, c'était une très chouette lecture, c'est une lecture que je vous recommande. Donc voilà, j'ai pas grand chose à ajouter. Voilà, c'est tout pour le point du jour. À l'heure actuelle, je suis sur la lecture de Rochard. J'avance tranquillement la première partie du tome 2 de Rochard. J'en suis à 25%. Je suis aussi en papier sur Magie et Sentiments. Il était temps, j'aimerais attaquer le chemin de la dame. On va voir ce que je peux faire. J'arrive à le lire, mais on n'est pas sur mon rythme de croisière concrètement. Mais j'arrive à lire et c'est déjà très bien. Je ne vais pas me plaindre. Je fais comme je peux. Donc, je vais vous laisser pour ce petit bout. Je vous reprendrai demain peut-être. Ou voilà, en fin de semaine. Je n'en sais rien du tout. Je vous dirai où j'en suis, ce que j'ai avancé, et voilà. Donc je vous laisse, on se dit à plus tard. Coucou, nous sommes samedi, je ne sais plus combien parce que je suis perdue dans le temps.
Je reviens pour clôturer le vlog, qui est un vlog qui n'en a que le nom, on est d'accord. J'ai pas beaucoup filmé cette semaine, c'est à peu près prévisible, mais vu que j'avais filmé la semaine d'avant et que j'ai des rushs, j'ai pas envie de les perdre, j'ai pas envie de tout vous redire ce que je vous avais dit sur le moment où je lisais ce que je lisais. D'ailleurs, je devais revenir pour vous reparler de Sambre et le temps est passé, et donc bref, je pense que j'en reparlerai juste en bilan, ou je ne sais pas, dites-moi si... Je pense que j'avais pas mal développé, j'ai pas rechecké les rushs, mais bref. Donc je reviens pour clôturer le vlog de cette semaine et de la semaine passée du coup. J'ai presque terminé ceci que je ne vais pas prononcer parce que voilà. Il me reste en gros un chapitre à lire, hein, je crois. Deux chapitres et l'épilogue. Il me reste 2 chapitres et l'épilogue. Vraiment pas grand chose. J'en suis à la page 330 sur presque 400. Je suis un petit peu embêtée parce que c'est une lecture qui ne m'a pas emballée. J'ai pas fini, je pense que la fin ne rattrapera pas tout ce que j'ai ressenti sur la première moitié. En gros, hier, je suis arrivée à peu près à la moitié. Je disais à Emeline que je m'ennuyais vraiment. On m'a dit, j'en ai parlé un peu sur Instagram et on m'a dit que c'était un roman contemplatif, un roman d'ambiance. J'entends bien l'idée, mais pour moi, c'est pas vraiment ce que je pourrais qualifier de roman contemplatif ou de roman d'ambiance, dans la mesure où, pour être contemplatif, il faut qu'il y ait des descriptions de paysages, il faut qu'il y ait voilà, quelque chose de très onirique, voilà, quelque chose où vraiment il y a un côté poétique, ce qui n'est pas tellement le cas, je trouve. Et pour le côté roman d'ambiance, j'entends, mais je trouve malgré tout, parce que je suis quelqu'un qui aime bien les romans contemplatifs et les romans d'ambiance, j'ai pas besoin d'action nécessairement, mais je trouve que si c'est un roman d'ambiance, c'est pas une ambiance qui en tout cas fonctionne avec moi. Voilà, je critique pas que si vous avez aimé, je critique pas, je comprends qu'on ait pu aimer ce livre, je comprends qu'on aime ce livre, il n'y a pas de souci, mais je trouve que vraiment la première moitié c'est très long. Il y a eu des pics d'intérêt, donc il y a un pic au début quand il est missionné pour aller dans cet orphelinat qui redescend parce que en fait finalement ce qui m'a dérangé, donc je l'ai lu et écouté hein, en audio, en anglais, déjà c'est je pense le même lecteur que pour La vie des pantins et il fait les mêmes voix pour des personnages différents, ça veut dire qu'il reprend les voix qu'il utilisait dans La vie des pantins pour faire parler les personnages ici, enfin c'est plutôt l'inverse d'ailleurs, je pense qu'il reprend les voix qu'il a fait ici pour La vie des pantins, mais du coup, vu que les personnages sont structurellement très proches de ceux de Dans La vie des pantins, j'avais l'impression de lire presque la même histoire à certains égards, mais avec un contexte et un cadre différent. Et vu que j'ai pas aimé Dans La vie des pantins, ça a joué nécessairement. Je trouve qu'on est quand même, il y a quand même un schéma de personnage assez répétitif, peut-être chez T.J. Klune, en tout cas c'est ce que j'avais déjà entendu, et de ma petite expérience dans cet auteur, c'est un peu vrai. Et puis la première moitié, c'est long, et en fait s'il y avait eu vraiment de belles émotions, de beaux trucs, je dis pas, ça peut passer, il n'y a pas forcément besoin qu'il se passe beaucoup de choses, mais j'ai trouvé que c'était pas trop le cas. En fait, on est vraiment sur une première moitié où le personnage principal de Linus, de Linus, donc, arrive et observe et sur ses gardes, et on le voit dans toute sa personnalité, en fait assez solitaire, voilà, avec tous ses travers, entre guillemets, travers, c'est un grand mot, mais ses habitudes et sa façon d'être et de vivre et de penser, etc., qui va évoluer, mais c'est quand même assez lent, voilà, c'est long. La première partie, moi, je l'ai trouvée assez longue. À partir du moment où j'ai dit à Emeline que je trouvais ça long, que j'hésitais à abandonner, il y a eu un chapitre qui était très chouette où Linus va rencontrer un des enfants qui accepte de lui montrer sa chambre et c'était hyper intéressant et hyper mignon parce que vraiment il dit à cet enfant qu'il n'est pas obligé, qu'on peut le faire plus tard, qu'il y a le temps, qu'il ne faut pas qu'il se sente forcé. Il est vraiment dans le respect de cet enfant, de son consentement, il lui fait des suggestions, mais voilà, il y a quelque chose de très respectueux vis-à-vis de l'enfant que j'ai trouvé très chouette, que j'aime beaucoup, qui est quelque chose de très important. Et ensuite, sur la deuxième moitié, du coup, ça va un peu mieux parce qu'il y a plus de véritable interaction avec ses enfants et il y a un attachement qui se crée entre Linus et les enfants, donc il y a quelque chose de plus positif. Et pour le coup, là, ça fonctionne mieux pour moi dans le côté roman d'ambiance, etc. Parce que voilà, il y a vraiment Linus qui se positionne pour défendre ses enfants qui sont mal vus par la société, qui sont attaqués par la société extérieure. Et ça, c'est chouette et c'est important et c'est des messages que j'approuve et que voilà, mais vraiment c'est pas aussi incroyable que ce à quoi je m'attendais, très honnêtement. Alors j'ai pas fini, je doute bien que la fin va être assez émouvante, j'imagine, mais très honnêtement c'est assez en deçà de ce à quoi je m'attendais. Je veux dire, je sais pas, j'ai lu des romans où il se passait rien qui était
à minima beaucoup plus fort émotionnellement. Alors peut-être qu'à la fin il y a un gros pic émotionnel et tout, hein, je dis pas le contraire, c'est tout à fait possible. Peut-être aussi que le fait de l'avoir lu en anglais, ça met encore une fois cette espèce de distance, puisqu'il y a la distance de la langue forcément, qui fait que j'accède aux émotions un peu moins facilement. C'est possible, bien que j'ai lu des livres en anglais qui m'ont ému, donc je ne sais pas trop, je cherche peut-être des excuses, peut-être pas, je mets des précautions en vous parlant de ce livre parce que je sais qu'il est très aimé et que je veux pas heurter les gens qui ont adoré, qui ont été très touchés, mais c'est vrai que moi je suis restée relativement indifférente pendant un peu plus de la moitié, que c'est un petit peu mieux maintenant, mais que j'ai l'impression que ça se précipite un peu. Je pense que je ne suis pas une fan de cet auteur, les deux que j'ai lus étaient pas géniaux. Je dois lire Sous la porte qui chuchote avec Pénélope et je le ferai parce que je suis curieuse de voir si vraiment c'est l'auteur qui ne me convient pas, tout simplement, c'est pas mon truc à moi, ou si c'est les deux ouvrages que j'ai lus qui n'ont pas fait, je n'en sais rien. Donc je lirai ce 3e volume, je verrai, je m'en ferai un avis et après si ça fonctionne pas, j'arrêterai et c'est pas grave. Mais voilà, je dis pas que c'est mauvais. C'est pas mauvais, mais c'est vraiment très en deçà de mes attentes. Et puis, il y a quand même aussi une polémique autour de ce livre, puisque l'auteur s'est approprié l'histoire d'enfants. Alors, je veux pas dire de bêtises, je me souviens plus, je sais qu'on me l'a dit, je ne sais plus qui me l'a dit, je crois que c'est Emmeline, qu'en gros, il a repris l'histoire des enfants, des natifs américains peut-être, qui étaient dans des orphelinats, je crois que c'est ça. Et il s'est approprié de manière un petit peu, peut-être pas très subtile, cette histoire. Et il l'a peut-être, je sais pas, c'est pas très subtil, voilà. Très honnêtement, c'est pas un livre qui est très subtil, c'est pas un livre qui est très subtil en termes de construction de personnages, en termes d'émotion. On est quand même sur des personnages assez stéréotypés, assez attendus. Je pense que c'est ça, moi, qui me pose vraiment problème finalement, c'est que je les trouve pas très subtils. Après, j'aime bien les interactions entre les enfants et les adultes référents, ça c'est plutôt chouette, mais je trouve que c'est assez... voilà, pas très subtil. Voilà, donc je vais terminer, je vous en reparlerai la semaine prochaine. De toute façon, je ferai une vidéo dédiée, puisqu'il était dans ma vidéo Expectation versus Reality, donc je vous en reparlerai dans tous les cas. Sans être mauvais, c'est pas incroyable. Et j'ai attaqué et un petit peu avancé enfin Magie et Sentiments. J'ai lu ça, ce qui doit représenter un petit peu plus d'un quart, je pense. J'en suis au chapitre 15 et ça démarre plutôt de manière assez intéressante puisque l'on suit la Terre et la Lune. La Lune a été colonisée, je n'ai plus les détails de l'histoire, d'autant que je crois qu'il y a un peu des secrets autour de ce qui se passe sur la Lune, mais en gros, afin d'unir et de rallier la Terre et la Lune qui étaient en conflit et où des gens s'étaient plus ou moins échappés vers la Lune, je pense, quelque chose comme ça, on décide d'organiser un mariage entre un lunaire et une terrienne, et donc le lunaire vient accompagné de sa sœur et sur Terre. Et la terrienne a un frère qui est notre personnage plus ou moins principal, donc on suit ça. Donc là on est vraiment dans l'installation, on découvre les personnages, on découvre un petit peu les histoires, les complots politiques, les tenants et aboutissants. Le côté steampunk est très chouette, j'aime beaucoup l'écriture de l'auteur, très honnêtement je pense que vraiment s'il n'y avait pas cette écriture aussi spéciale et cette ambiance que c'est très bien créé Ariel Holz, en soi l'histoire m'a pas encore suffisamment embarqué. J'y retourne vraiment parce que j'aime l'écriture de cet auteur et que me plonger dans ses livres, c'est toujours me plonger dans un truc très particulier et voilà. Donc là où j'en suis à entre un quart et un tiers, quelque chose comme ça, je suis pas encore à fond dans l'histoire. C'est-à-dire que si j'arrêtais demain le livre, ça me changerait pas ma vie, mais suffisamment accroché à la plume pour avoir envie d'y retourner. Voilà, donc j'ai hâte de continuer, je trouve ça plutôt sympa. Honnêtement, c'est assez original, il y a une histoire de magie de sang, de magie élémentaire, il y a ces personnages lunaires qui sont très mystérieux, qui clairement cachent des choses, ont une vie assez difficile sur la Lune. On a assisté à des scènes sur la Lune dans le passé qui étaient assez intrigantes et on n'a pas encore les tenants et aboutissants, donc j'ai envie de savoir ça, mais voilà, donc je vais continuer. Je vais pas plus vous en parler parce que j'ai pas grand chose à en dire, si ce n'est que je lis avec Capan et que on en est à peu près au même point, je pense maintenant. Hier, elle n'était pas dispo pour lire, donc c'est pour ça que j'ai repris ça et que je vais le terminer aujourd'hui parce qu'il faut que ça arrête de traîner, il faut que j'arrête de traîner mes livres. Donc mon objectif de la semaine, ça va être de aujourd'hui terminer ça et la semaine prochaine terminer ça, et je vais attaquer un des livres de la rentrée littéraire que je devais lire parce que je dois vous faire la vidéo absolument là bientôt. Donc je vais attaquer Le Chemin de la Dame de Marie-Noël Pichot, si je ne dis pas de bêtises, et ensuite il me reste Le Réveil du Palazzo, L'éveil du Palazzo de Léo Henry. Voilà, donc ça va être un petit peu mon objectif pour la semaine à venir. J'attaquerai aussi Divine Rivalité, qui est en anglais, et donc Divine Rivals, je ne sais pas très bien le dire, donc j'en suis désolée. Voilà, donc je vais vous laisser pour ce vlog qui aura été
très particulier, j'en suis désolée, on fait comme on peut, vous le savez, je sais que vous êtes très indulgent et indulgente avec moi sur ça et que vous prendrez ce que je vous donne toujours avec beaucoup de bienveillance et de gentillesse, donc je vous en remercie. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ça, ce que vous en avez pensé. Si vous avez adoré, ne prenez pas mal ce que j'ai pu en dire. Je trouve pas ça aussi incroyable que ce qu'on m'avait vendu et je pense que c'est toujours le problème des livres à succès. Voilà, sur ce, je vais maintenant vous laisser. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!